Mon intention n'est pas de retracer ici tous les états du jugement. Cependant, je ne dois pas passer sous silence quelques particularités que la lecture des débats qu'on a publiés n'explique pas. Les femmes et deux neveux de M. Ferrand se trouverions à l'hôtel de poste. L'une et deux accompagna Mme Ferrand quand elle vint me demander un permis de poste. C'était la première fois de ma fille que je le voyais. Et ce n'est pas lui qui se présenta comme témoin à charge. Ce n'était ni sa taille, ni son visage, ni le même âge, ni le même son de voix. J'ignorais qui sont deux frères, et dans mon premier étonnement, me trouvais en présence de l'inconnu. J'en fis la réflexion tout haut. Les témoins affirmaient cependant que c'était bien lui qui s'était présenté avec sa tante. La présidente me demanda ce que je voulais faire d'une imputation si grave. En effet, elle n'allait rien moins qu'à l'attaquer comme faux témoin. Mon avocat que j'ai consulté ne sut que répondre. Et probablement que je ne serais pas parvenu à prouver la vérité, mais je reste convaincu que j'avais raison. Quel motif a pu décider cette substitution de personnes? Je l'ignore. L'aîné, celui qui accompagnait sa tante, était maître des requêtes. A-t-il eu de la répugnance à se présenter comme témoin à charge? Je n'ai pas revu du monsieur depuis cette époque. Il est amoureux en France après 5 ans d'exil. Il n'était plus temps, et-il aurait été impossible de porter la lumière sur une fête aussi étrange. L'avocat général Oua était un homme qui avait l'esprit fort exalté. Je ne suis pas la seule victime de son injuste sévérité qui partageaient à cette époque plusieurs autres officiers du parquet. Il s'était fait un ennemi particulier. La violence de ses attaques, l'acharnement de sa haine lui fit repousser avec brutalité tous ceux qui pouvaient se présenter en ma faveur. L'issue du procès fut restituée à sa fortune. Il est maintenant conseiller à la Cour de cassation. Le premier jeu se passa en interrogatoire. Le deuxième fut consacré aux plaidoiries de mon avocat et de la partie publique. J'étais en face d'un auditoire très nombreux et qui n'était pas composé de mes amis. Cependant, l'animosité qui semblait dominer le premier jeu et qui s'expliqua plusieurs fois par des murmures finit par s'adoucir et les préventions semblaient s'effacer à mesure qu'on avançait dans les débats. Et ce conçu me parut beaucoup plus favorable. Enfin, vers 6 heures du soir, les jurés à Lyon se retiraient peu émettre leur opinion. Lorsque la manière de poser les questions fut débattue entre l'avocat du roi et le mien, celui-ci demandait que les questions faisant ainsi posées. Première, l'accusé est-il coupable de conspiration? Deuxième, est-il coupable d'usurpation des pouvoirs? Il était clair que je n'étais pour rien dans la conspiration, puisque cette question avait été abandonnée. Même au commencement des débats, les jurés auraient prononcé mon absolution. Restait la seconde, sur laquelle j'allais être condamné. Mais la peine de mort était écartée en séparant le complot des l'usurpation du pouvoir des jurés, me souviens, puisque l'absence du crime, c'est seulement la peine du délit. C'est ce que ne voulait pas le gouvernement, c'était la mort qui
demandé au juré. Et voici le moyen infâme dont il se servit pour entraîner la majorité. Après un grand acte de justice, avait-on dit en secret au jury, c'était la condamnation du maréchal Ney. Il importe beaucoup que le roi puisse faire un grand acte de clémence. La politique et l'intérêt du monarque les voulant ainsi. Prononcez donc la peine capitale contre les prévenus. La ville lui sera conservée, la justice sera satisfaite, la société vengée et la beauté du roi brillera de tout son éclat. Ainsi, les deux questions feront réunir en une allégerée à la conscience et à la timidité du jury. On me reconduisit donc en prison. Sainte Rose qui était à l'audience vint me tenir compagnie. Je n'avais plus d'illusions, mais je cherchais à plancher celle de cet excellent jeune homme. Après un dîner fort triste, je lui proposai une partie d'échecs et je l'ai gagné contre la coutume, car il était plus fort que moi. Mais à mes yeux, qu'il avançait, sa fermeté affaiblissait, et quand on les fit sortir à 10 heures, ils fondaient en larmes et ne pouvaient se séparer de moi. Je restai seul de mortelles heures, car ce ne fut qu'à minuit passé qu'on vint me chercher pour entendre la lecture de mon arrêt. La déclaration des jurys avait été lue pendant mon absence. Aussi les gendarmes qui me resteront au haut de l'escalier et qui m'accompagneront dans le cabinet du président garderont-ils au moins de silence. Je m'assis et les considérant avec attention. J'ai lu sur le visage la sentence de mort. Eh bien, dis-je, Aubretier, je suis condamné. On aide des comptes Bonaparte. Pouvait-il être quitté? Pour toute réponse, il me conduisit devant les juges, au silence profond, une immobilité complètement régnant dans cette salle. Et moi, si mal déclaré, les banquettes étaient encore assez garnies des femmes, mes yeux fixés sur cette foule chercheront en vain un visage bienveillant, un regard de compassion, en les dirigeant sur les jurés. J'en vis une seule dont les mouchoirs couvraient le visage. C'était M. Julien. Enfin, le président donna l'ordre au greffier de lire la déclaration des jurys. Je m'y attendais, mais redoutant plus que toute de me voir arracher la croix de la Légion, j'avais eu la précaution de l'ôter ainsi que le concordant et les autres insignes de la couronne de fer et de celle de Hollande. Les juges se retireront pour la fin pendant quelques minutes et tour et tour. Le président prononça hautement l'article du code criminel qui me condamnait à la peine capitale. Heureusement, la formalité d'arracher la croix de la Légion d'honneur fut omise. Cet ouvrage seul aurait pu détruire le calme de mon âme. Les petites circonstances qui les journaux ont recueillies sont exactes et je ne les rapporte pas ici. À minuit et demi, j'aurais senti dans mon cachot, dans le corridor qui les précédait. J'ai rencontré le concierge qui est venu au-devant de moi et qui me questionne tranquillement. Tout est fini, lui dis-je. Cet homme recula comme si on lui eût donné un violent coup dans l'estomac quand il disparut. Je m'étais contenu devant le public. Comme la nuit et la solitude rappelleront à mon oreille ce terriblement peine de mort. L'agitation de mon âme commença par l'explosion d'une vive indignation. Je me promenais à grands pas. J'en appelais à la France entière contre l'iniquité du jugement. Peu à peu, cependant, je me calmais et bientôt je trouvais dans ce sommeil profond d'oubli de mon malheur.